tocca fava Située aux abords du tropique du Capricorne, la région du sud-ouest de Madagascar subit des climats caractérisés par une faible pluviosité, des écarts de température importants et des manifestations cycloniques parfois très violentes. De telles conditions, associées à une aridité des sols, ont forgé des paysages étonnants où l'homme a depuis toujours essayé de trouver sa place. Désertant complètement l'intérieur des terres, sa brousse et ses épaisses forêts, la majorité de la population s'est installée le long d'une fine bande littorale, où pour vivre, elle s'est naturellement tournée vers la mer et ses ressources. Zara quasi não samba-samba-ti Vabe sang-sang Si bei vas fazi Fare fazzi mame No matau bei vabe Zara quasi não cat-cati Manala-nalanj Manala-nalazi Vabe belazao Si mai tatao L'après-midi s'annonce calme dans ce village qui compte un peu plus de 1000 habitants. Comme tous les jours à cette heure-ci, chacun vaque à ses occupations. Les femmes cuisinent en attendant le retour des enfants encore à l'école, tandis que les hommes, tout en palabrant, rafistolent tranquillement leur filet de pêche. Je m'appelle Christophe. J'ai 45 ans, je suis marié et j'ai 8 enfants. J'ai toujours vécu ici dans ce village que l'on nomme Tsifot et je suis Veizo. L'odeur de la mer colle à la peau des Veiz, comme les écailles à celle d'un poisson. Avec les poulpes, les requins et les oursins, nous faisons partie des créatures de l'océan. Nous avons une longue histoire et de fortes traditions. Tiens, demande à William. Il est plus ancien que moi et il connaît très bien notre culture. Il y a très longtemps, un pêcheur sakalave voulait pêcher, mais il n'arrivait pas à prendre de poissons. Un matin, une sirène apparut et grimpa à bord de son bateau. Voulant le charmer, elle lui proposa son aide pour lui enseigner l'art et les techniques de la pêche. L'homme fut conquis, épousa la sirène qui lui donna un fils. Mais la belle sirène se lassa très vite de vivre sur la terre. Elle souhaita repartir dans les profondeurs de l'océan et l'époux finit par accepter. En contrepartie, elle lui fit la promesse de rabattre vers lui tous les poissons qu'elle trouverait. Elle lui demanda également que lui, son fils et la descendance de ce dernier ne soient pas enterrés à leur mort à l'intérieur des terres, mais le long des côtes. Et depuis, c'est ce que font tous les Veiz. Ça, c'est la légende. Mais plus sérieusement, À une lointaine époque, sur ces côtes, il n'y avait qu'un seul peuple, les Sakalaves. Le Mpanzak, le roi, décréta que ceux qui iraient pêcher en mer seraient des Veiz et que ceux qui partiraient vivre dans la forêt seraient des Mikéas. De nos jours, les Mikéas sont toujours isolés dans la forêt, alors que nous, les Veiz, nous continuons de vivre par et pour la mer. Christophe et William sont effectivement Veizo,
Et le territoire de ce peuple s'étend sur une frange côtière de près de 300 km entre Bello-sur-Mer et le sud de Tuléar. Cette ethnie suscite encore de nos jours une grande curiosité, car son existence est teintée d'une mythologie universelle qui semble évoquer à la fois Poséidon et Ulysse. Christophe, comme tout Veizo, voue à la mer une histoire d'amour sans fin. Tous les jours, tôt le matin, lorsque les conditions le permettent, nous sortons pêcher. On part aux aurores, seuls, ou comme aujourd'hui, à 2 ou 3. Nous avons quelques croyances, nous les Veizo. Par exemple, quand on pose nos filets la nuit, comme je l'ai fait la nuit dernière, on se fait parfois quelques frayeurs. Nous sommes persuadés qu'il y a des fantômes en mer. Et quand un filet casse, nous pensons que c'est de la faute d'un fantôme. Alors dans ces cas-là, on rentre dardard au village. Ces fantômes sont des Angatsi, c'est-à-dire des anciens noyés. La mer te semble calme aujourd'hui, mais il ne faut pas s'y fier, elle est dangereuse. Et il y a souvent des pêcheurs qui se noient. C'est arrivé ici encore la semaine dernière. Une pirogue est rentrée vide, rejetée sur la plage par la marée. Le corps ne s'est échoué que quelques jours après. Quand un pêcheur meurt en mer, nous n'avons pas de cérémonie particulière, juste l'application de nos traditions. C'est-à-dire que l'on donne un autre nom au défunt, un nom qui est choisi par sa famille et qui relate généralement sa vie sur Terre. Par contre, si on ne retrouve pas le corps, on lui fabrique quand même une sépulture et ce sont ses effets personnels qui sont mis dans le cercueil. Dans ce cas précis, on ne respecte pas la tradition, celle de lui donner un nouveau nom. Comment veux-tu donner un nom à des vêtements ou des objets ? Nous croyons que tous les fantômes qui nous hantent la nuit sont ceux des pêcheurs disparus en mer, qui se vengent de ne pas avoir eu un nom de défunt. Contrairement aux 17 autres tribus de la Grande Île, les Veizo n'ont jamais régné sur leur territoire. Aujourd'hui encore, ceux qui habitent à l'intérieur des terres les considèrent parfois comme des vagabonds. Mais ils n'en ont que faire et perpétuent une vie faite de convenances ancestrales, régie par les multiples tabous auxquels ils sont tenus d'obéir. Interdiction de consommer certains aliments, de proférer certains mots, de porter certains vêtements, de marcher dans certaines directions, d'être intime avec certaines personnes. Ces interdits ne sont pour eux ni bons ni mauvais. Ils ne sont que des normes de bon sens, établies au fil du temps par leurs ancêtres pour régir de façon harmonieuse un mode de vie. Je m'appelle Francine. J'ai 41 ans et je suis la femme de Christophe. Je suis allée à l'école à Manumbo jusqu'en classe de 5e. Comme mes parents ne pouvaient plus payer mes études, j'ai dû arrêter. J'avais alors 15 ans. À cette époque, l'école n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les autorités de l'État incitent les parents, même dans les petits villages comme Tsifot, à scolariser leurs enfants jusqu'au collège. Je connais peu les traditions Veizo. La plupart du temps, on nous les enseigne quand on est enfant. Et moi, petite, j'étais un peu rebelle et je préférais étudier. Donc je n'ai pas complètement intégré la culture de mon peuple. C'est pour cela qu'ici, on me nomme Veizo Putak. Ça veut dire un Veizo qui ne connaît même pas la pêche. Je ne sais qu'une chose des interdits, c'est que les femmes n'ont pas le droit de pêcher et encore moins de plonger. Ce sont les anciens qui ont décidé ça.
Ils partaient du principe qu'en plongeant, on était obligé de se déshabiller. Et d'après eux, ça aurait incité les hommes à reluquer nos derrières. Les lacunes de Francine sont palliées par Christophe, qui connaît bien toutes les traditions et les interdits de son peuple, et qui a pu les enseigner à tous ses enfants. Fort heureusement, car ces règles sont importantes pour cette communauté particulière, et qui vit encore un peu à part des autres ethnies de la Grande Île. Il serait entre 20 000 et 50 000 à se partager cette partie sud-ouest du littoral. Des chiffres peu fiables, car il n'y a pratiquement pas de recensement dans cette région. Lors d'une grande famine qui s'est abattue sur le sud-ouest malgache en 1992, une équipe du Programme alimentaire mondial a voulu dénombrer la population Weizo. Cette tentative fut très aléatoire, car l'opération ne s'est effectuée qu'en comptabilisant depuis un avion les pirogues sur le littoral. Je m'appelle François, j'ai 40 ans, je suis marié et j'ai 5 enfants. J'habite Tsifot, mais je suis originaire d'Andavadok. Mon père n'était pas un pur Weizo, c'était un Weizo Putak, car il était l'instituteur du village. Il est décédé quand j'avais tout juste 10 ans, alors je suis parti avec ma mère vivre à Manoumbe. Ma grand-mère habitait Tsifot, et à cette époque, je passais souvent mes vacances chez elle. En 1986, à l'âge de 17 ans, j'ai quitté l'école et je suis définitivement venu m'installer à Tsifot. Christophe, qui est le cousin de ma mère, m'a enseigné les traditions Weiz. C'est lui aussi qui, en 98, m'a appris comment fabriquer des pirogues. Ce savoir-faire, Christophe le tenait de son père. Fabriquer ces embarcations est une tradition purement Weiz. Certains pensent que d'autres peuples de la forêt les façonnent à notre place, mais ce n'est pas vrai. Car pour nous, la pirogue est notre principal outil de travail, et nous sommes les seuls à savoir ce dont nous avons besoin. Une pirogue comme celle-là a une durée de vie d'environ 5 ans. En moyenne, j'en fabrique une dizaine par an. Depuis que j'ai acquis ce savoir-faire il y a 16 ans, j'en ai fait plus d'une centaine. À part celles que je garde pour moi, pour mon usage personnel, car en dehors de ce travail, je vais pratiquement tous les jours à la pêche, je vends les autres. Une petite comme celle que je suis en train de façonner me rapportera 50 000 ariary, environ 15 de vos euros. Il faudra une bonne journée à François et à son compagnon pour finir de tailler sommairement cette pirogue. Une embarcation en tout point identique à celles qui ont permis à leurs lointains ancêtres de venir d'Indonésie, bravant tempêtes et océans pour s'installer ici. Chez les Weizo, la connaissance de la mer s'acquiert de père en fils. D'abord ses pièges et ses dangers, mais aussi la manipulation des filets et des lignes, les techniques de plongée en apnée, l'art de la navigation et la fabrication de pirogues. L'enseignement se fait dès le plus jeune âge, et il n'est pas rare d'apercevoir aux 4 coins du village des groupes d'enfants qui se construisent des pirogues en miniature qui agrémenteront leur jeu sur le lagon.
Je m'appelle Manoa, j'ai 12 ans, je suis en classe de CM2. J'aime l'école, car à l'école j'apprends plein de choses. Et je souhaiterais devenir instituteur. Quand il n'y a pas classe, je vais pêcher. J'ai appris à pêcher avec mes copains. Construire de petits bateaux, c'est pour moi un jeu, mais c'est aussi pour imiter les grands, pour imiter mon père. Manoa ira par la suite tester son nouveau jouet, à l'image de ses grands-enfants qui aujourd'hui profitent non pas des richesses de ce fabuleux lagon, mais plutôt de la force du vent pour régater jusqu'à la barrière de corail. Les Veizo se disent libres comme l'air, et cette liberté est considérée par tous, adultes et enfants, comme le bien le plus précieux qu'ils possèdent. Pendant que certains s'amusent, Christophe, après avoir troqué son filet pour un harpon, continue de pêcher. Pour ce marin malgache, il y a peu d'autres horizons. Et puis, il n'est pas toujours facile de délaisser, même pour de courts instants, l'incroyable vivier d'un des plus grands systèmes coralliens au monde. Je plonge pour chercher des poissons de toutes sortes, des poulpes et surtout des concombres de mer. Cela fait totalement partie de notre culture. C'est complémentaire à toutes les autres formes de pêche. Je plonge assez régulièrement, environ 2 fois par semaine. Ici, ce n'est pas très profond, donc je descends à 5-6 mètres en apnée. Par contre, quand je vais au-delà de la barrière, il m'arrive de descendre à 12 ou 15 mètres, toujours en apnée. On nous a longtemps surnommés les gitans de la mer, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, nous étions nomades ou semi-nomades. On partait sur nos lancanes, nos pirogues, et on installait des camps temporaires dans les criques ou les baies. On se déplaçait assez régulièrement, poussés par les vents et les bancs de poissons. Pour ces campements que nous montions et démontions au gré de nos humeurs et surtout de la richesse poissonneuse du lieu, nous utilisions nos voiles carrées comme toile de tente, car nous dormions sur le sable, protégés du vent par nos pirogues. Mais aujourd'hui, à Tsifot, cette époque est presque révolue. Pourtant, je sais que beaucoup de Veiz du sud de Tuléar vont encore nomadiser pendant 6 à 8 mois du côté de Bello-sur-Mer, où le poisson est plus abondant. Sur une bande de terre sableuse, loin de tout village, ils sont une vingtaine de familles à vivre dans des abris de fortune. Ils se côtoient dans une ambiance presque joyeuse, n'ayant pour seule activité que la pêche.
Tout le monde y participe, même les plus jeunes, car pour la multitude d'enfants qui accompagnent les adultes, il n'y a pas d'école. Je m'appelle Alamina. J'ai 47 ans. J'habite normalement à Saint-Augustin, au sud de Tuléar, à 350 km d'ici. Cela fait partie de notre culture. Nous, les Veys, quand on n'a pas suffisamment de poissons à proximité de notre village, de s'éloigner et de nomadiser. Quand on fait cela, on est en parfaite adéquation avec le mode de vie de nos ancêtres. Je suis ici avec toute ma famille depuis le mois de juillet et j'y resterai jusqu'au mois de décembre. Ce matin, je pars avec mon plus grand fils pour 4 ou 5 jours dans une petite presqu'île, beaucoup plus poissonneuse. Alamina s'apprête à partir. Son épouse et ses enfants l'aident dans ses préparatifs. Chez ces pêcheurs, l'entraide entre les membres d'une même famille est très importante, peut-être plus qu'ailleurs parce qu'elle favorise l'accès aux ressources marines. Par exemple, le prix du matériel, tel que les filets, est élevé pour eux. Alors on privilégie le plus souvent son utilisation en partage avec d'autres pirogues d'une même famille. Autre exemple, pour construire des bateaux, on impose aux plus jeunes membres une assistance aux plus âgés. Car une fois devenus vieux, ceux qui n'ont pas de pirogue sur ce littoral auront des difficultés pour vivre. À Tsifot, les liens familiaux sont aussi très forts. Mais ici, on ne va plus ou presque plus nomadiser. Surtout que l'endroit est encore suffisamment riche en poissons pour éviter tout éloignement. À cette heure-ci, la marée est basse et les pêcheurs sont rentrés depuis longtemps. On se repose en attendant que la mer remonte. Enfin, pas tant que cela, puisque l'on en profite pour faire quelques emplettes et honorer les étals des marchands ambulants. Il y a aussi le Tsimialon, un petit bar où il fait bon se retrouver. C'est d'ailleurs plus qu'un bar. C'est un véritable lieu de rendez-vous pour tous les adolescents qui n'ont guère d'autres endroits pour faire la fête. Chez les Veizo, les couples se forment librement. Il n'y a pas d'union arrangée. À l'adolescence, vers 15-16 ans, les affinités se créent et les jeunes gens décident de s'installer ensemble. Le garçon en parle à son père, qui va rencontrer les parents de la jeune fille et leur propose le mariage. Une dot doit être versée pour sceller l'accord. Cette dot est plus symbolique qu'autre chose, car elle dépasse rarement 3 €. Par contre, si le jeune prétendant ne possède pas une case à lui pour y accueillir sa belle, l'union ne peut avoir lieu. Le fils de Christophe était âgé de 18 ans et avait déjà construit sa maison quand il a rencontré Zafina. Je m'appelle Zafina, j'ai 18 ans et je suis mariée depuis 3 ans avec un des fils de Christophe. J'ai une petite fille âgée de 2 ans. Dans la culture Vez, il n'y a pas vraiment de différence entre les jeunes filles et les jeunes garçons. À part que nous, les jeunes filles, nous n'avons pas le droit d'aller à la pêche. Et les garçons n'ont pas le droit d'aller chercher des poulpes. Ce n'est pas que ce soit fade, interdit, mais dans notre culture, ça ne se fait pas. Chez les Veizo, on ne plaisante pas avec les traditions. Un garçon pubère qui irait chercher des poulpes et des coquillages comme les filles serait prétexte à moquerie. Un jeune homme se doit de marcher dans les pas de son père, à savoir manier la rame et pêcher. Quant aux jeunes filles, elles ne pêchent pas. Même si cela peut paraître étrange pour un peuple qui descendrait de la sirène Ampélamananis, littéralement
la femme avec des ouïes. Personne donc ne déroge à ce principe culturel. Et Zafina s'attache ce matin à ramasser, avec ses 2 amis, tout ce que la mer donne de comestible. Et en premier lieu, des oursins. Chez les Veizo, on ne consomme pas l'oursin. On en extrait seulement la chair que l'on fait sécher et qui, une fois transformée en poudre, servira à agrémenter certaines sauces. Mais plus que tout, on recherche le poulpe. Ça m'a pris toute une journée pour tailler cette pirogue dans l'arbre que tu m'as vu couper hier. Il me reste environ 2 petites heures de travail pour pouvoir finir de façonner l'extérieur, chose que je préfère faire chez moi. C'est pour cette raison que nous ramenons l'ouvrage dans le village. La pirogue Veizo est plus large, plus longue en général et plus légère que les pirogues du nord-ouest de Madagascar. On la fabrique avec du farafâtre, un bois très tendre proche du balsa, et toujours à la façon traditionnelle des ancêtres, c'est-à-dire sans clous. Les ornements à l'avant et à l'arrière sont des pièces surajoutées, fixées dans ce bois tendre par des chevilles d'un bois plus dur. À part la pêche et la construction de pirogues, il n'y a pas pour nous marins malgaches beaucoup d'autres possibilités de développement. Pourtant, un certain nombre de Veizo se sont reconvertis, il y a environ un siècle, dans la construction de grands boutres servant au transport de fret et de denrées. Tu peux les voir dans une petite ville plus au nord qui s'appelle Belo-sur-Mer. À 200 km au nord de Tsifot, à Belo-sur-Mer, les Veizo ont 2 métiers. Ils sont certes tous pêcheurs, mais ils sont aussi charpentiers de marine. Cette activité découle d'une histoire aux origines bretonnes. À la fin du XIXe siècle, Madagascar entretenait de bonnes relations commerciales avec les contrées voisines, et notamment l'île de la Réunion. Si bien que le roi Radama II demanda à la France de lui envoyer un charpentier de marine capable d'enseigner aux Malgaches les techniques de construction de grands bateaux. Enas Joachim, un Breton émigré à La Réunion, est alors envoyé à Madagascar avec ses 3 fils, Albert, Ludovic et Fernand. Malheureusement, peu après leur arrivée, le roi est assassiné et la reine qui lui succède pourchasse les Européens. Les Joachim doivent alors fuir et s'installent sur la côte sud-ouest. La famille crée en 1904, ici, à Belo-sur-Mer, l'école de charpenterie de marine. Je m'appelle Fernand, j'ai 47 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Et ça fait 25 ans que je construis des boutres. C'est mon père qui m'a appris, et avant lui, c'est mon grand-père qui lui avait enseigné.
Moi aussi, c'est mon père qui m'a appris. Et comme pour Fernand, c'est mon grand-père qui l'avait appris à mon père. Par contre, j'ai un avantage. Mon grand-père a eu la chance de partir en France et d'approfondir certaines connaissances en matière de construction de bateaux. Ah, j'ai oublié de te dire, moi je suis Florent. J'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants et ça fait 15 ans que je construis des poutres. Pour construire un bateau de ce type, il faut environ 1 an de travail. Le bois qui nous sert à le fabriquer, on va le chercher en brousse. Fernand t'a dit qu'il fallait à peu près 1 an pour construire un boutre. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut parfois plus longtemps. Ça dépend de la disponibilité du bois, qui se fait de plus en plus rare, et aussi de l'argent que nous avons à notre disposition. Quand on n'a pas assez d'argent, eh bien, on arrête la construction et on retourne pêcher pour tout simplement faire vivre notre famille. Car faire un boutre comme celui-ci me revient à peu près à 16 millions d'ariari. Une forte somme pour nous et qui correspond à environ 5 000 de vos euros. On construit uniquement pour notre usage personnel. Nous sommes également les capitaines de ces bateaux que nous fabriquons. Et je sais de quoi je parle. C'est le 3e que je suis en train de faire. Moi aussi, c'est le 3e que je suis en train de construire. Je pense être un bon charpentier, mais peut-être un mauvais capitaine parce que les 2 précédents ont coulé. Trêve de plaisanterie. Si tu veux, ces poutres sont vraiment notre outil de travail. Ils vont nous permettre, une fois terminés, d'acheminer 40 tonnes de marchandises ou de fret par voyage. Oui, c'est notre outil de travail et en plus rentable. Un trajet Tuléar-Morondave pour lequel il faut à peu près 5 jours de voyage nous rapporte 60 ariari par kilo. Et 150 pour un trajet Morondave-Nosibé, où il nous faut entre 10 et 15 jours de traversée. Tu multiplies par 40 tonnes et tu vois ce que ça fait. Un bateau comme ça, si je ne fais pas naufrage une nouvelle fois, a une durée de vie d'une 30aine d'années. La construction des poutres, depuis que les Français nous ont appris à le faire, fait aujourd'hui partie intégrante de la culture de mon peuple, les Veys. D'ailleurs, dès qu'un poutre est terminé, et juste avant sa mise à l'eau, on organise une grande fête avec sacrifice de zébu. C'est tellement important et symbolique que cette manifestation peut durer 24 heures. À Morombe, une ville située à environ 50 km au sud de Bello-sur-Mer, une petite centaine de personnes s'activent à mettre à l'eau un boutre juste achevé. La construction d'une goélette étant une affaire de famille, et la famille étant au cœur de la communauté, le bateau ne peut pas prendre la mer sans une grande fête et sans recevoir les vœux de tous. On consulte les zombias, sorte de devins, et tout le monde danse et boit avant la mise à l'eau. Le propriétaire remercie les ancêtres et tous ceux qui ont participé à son élaboration, en offrant thé, café, gâteau de riz, mais aussi un voyage gratuit. L'énorme embarcation est tirée par une multitude de bras. Sous sa coque, des billots de bois ont été glissés pour l'aider à se mouvoir. On va l'approcher au plus près de la mer, et on attendra la marée montante pour avoir une flottaison acceptable.
Ensuite, on l'armera de ses mâts, de ses grandes voiles carrées. On avancera un peu dans la baie et l'on jettera par-dessus bord le capitaine. Une tradition incontournable, destinée à le purifier de sa longue période sur Terre, celle de la durée de construction. Une manière aussi de conjurer les mauvais sorts et de retrouver grâce auprès des esprits de l'océan. Plus au sud, la plage est plus calme. Dans la baie de Tuléar, un boutre armé depuis longtemps attend de hisser ses voiles au son des cris et des ordres intempestifs de son capitaine. Cinquième ville malgache, avec un peu plus de 200 000 habitants, Tuléar a connu son apogée à la fin du XIXe siècle. C'est ici que Gallieni, gouverneur de Madagascar, ordonna en 1897 le transfert des services administratifs français. Son existence officielle est également rattachée à une anecdote amusante. Avant la construction de la ville, l'endroit n'était qu'un petit village de pêcheurs. Un étranger qui souhaitait y débarquer demanda à un piroguier le nom de ce lieu. L'homme, ayant mal compris, lui répondit « Tolieroa », terme qui veut dire « mouillé là-bas ». De là serait venu le nom du chef-lieu de la plus grande province de Madagascar. Toliara, traduction malgache de Tuléar, est aussi le port international le plus important de cette côte sud-ouest. Un grand nombre de boutres attendent l'arrivée de gros cargos afin de les décharger d'une partie de leur fret pour l'acheminer dans les villes et villages de la région. C'est ce que s'apprête à faire l'équipage de ce bateau, sous les ordres de Sisa, son capitaine. Chargés de riz, de sucre, de sel ou de bière, ces boutres ravitaillent les populations disséminées tout le long de la côte ouest malgache. Le sens marin prime sur les instruments de navigation. Seul maître à bord après Zanahari, le dieu de tous les malgaches, le capitaine choisit les caps et dirige chaque opération. La navigation se fait généralement à vue des côtes, car ces embarcations ne sont pas équipées de matériel électronique. Tout se fait à l'estime, grâce à la connaissance que l'on a des fonds marins, des étoiles et du vent. Je m'appelle Sisa. J'ai commencé ce métier en 1991. Ce bateau est le 6e que je commande et il a une capacité de 18 tonnes. Je transporte du ciment, du riz, des pois du Cap. Ce métier est plaisant mais contraignant. Je vois peu ma famille, car depuis 3 ans que je commande cette goélette, je n'ai d'horizon que la mer. Mais il faut bien honorer les contrats. Si je ne le fais pas, d'autres s'en chargeront. La concurrence est rude. Je charge généralement ici et je vais jusqu'à Morondave, Morombe et même Majunga.
Naviguer à la voile permet une grande indépendance économique. N'étant pas assujettis au cours du gasoil, les capitaines peuvent pratiquer des prix raisonnables, qui fluctuent peu. Et puis on maintient la tradition d'origine, et les valeurs d'antan sont préservées. On vit à bord, comme on le faisait au XIXe siècle. Ici, le monde moderne ne semble pas avoir eu de prise. À Tsifoth, le temps semble s'être aussi arrêté. Pourtant, il n'est pas toujours facile de résister à l'évolution d'un monde galopant. Les Weizo ont de fortes traditions, des croyances très ancrées dans leur quotidien qu'ils espèrent bien préserver. Et Christophe, en cela, est un vrai Weizo, qui fait tout pour ne pas céder aux sirènes de la mondialisation. C'est vrai qu'il n'y a pas de signe apparent de cette évolution dans son mode de vie. Pourtant, si l'on regarde de plus près, on se rend compte qu'une adaptation s'est déjà amorcée. Hey, allô? Une vovô? Hey. Tu vois, le monde moderne est arrivé à nous. Enfin presque, parce que nous avons des téléphones portables. Mais pour capter le réseau, on a été obligé d'ériger ce promontoire, car c'est le seul endroit où on peut se connecter. Et parfois, il y a foule. J'aime bien ma vie dans ce village, surtout qu'il a une histoire assez particulière. Tsifoth veut dire « trouver de l'eau ». À l'origine, mes ancêtres vivaient plus au sud, vers Anakao. Persécutés par les Malgaches des hauts plateaux, qui dérobaient aux familles les enfants pour les vendre comme esclaves, ils ont fui et sont venus s'installer dans la forêt. Mais il n'y avait pas d'eau. En prospectant, c'est ici qu'ils en trouvèrent. À cette époque, la forêt arrivait presque jusqu'à la mer, et l'endroit était totalement inaccessible pour les esclavagistes. Depuis l'histoire de cette installation relatée par Christophe, Tsifoth a vaincu l'usure du temps, s'est relevé des nombreux et violents cyclones de cette côte ouest et a su garder tradition et valeurs, tout en s'adaptant, même modérément, à la société actuelle. Il y a aujourd'hui plusieurs écoles dans ce village, publiques et privées, et depuis peu, un dispensaire. Je sais, ça va te surprendre, mais j'ai troqué ma panoplie de pêcheur pour celle d'assistant médical, d'agent communautaire. Notre système de santé est précaire, et les autorités ont décidé en 2008 qu'il fallait au moins un infirmier pour soigner les petits bobos. On a réuni la population et la majorité des villageois ont voulu que ce soit moi qui exerce cette fonction. J'ai en quelque sorte été élu et je suis parti en formation pendant 3 mois à l'hôpital de Tuléar. Aujourd'hui, nous avons aussi une sage-femme qui habite et travaille à Tsifoth, car les femmes du village accouchent ici. À chaque fois que quelqu'un est blessé ou malade, on vient me chercher. Comme dans le cas de cette jeune fille qui s'est présentée à moi avec une forte fièvre. Je l'accompagne pour que l'on effectue un diagnostic rapide de recherche de paludisme. Avant que la sage-femme n'arrive, ma charge était plus lourde. Je conseillais les femmes enceintes, faisais des piqûres contraceptives, vaccinais et soignais les enfants de moins de 5 ans. Depuis son arrivée, il y a 5 mois, je ne suis qu'un relais, mais ma formation continue à ses côtés. Nous ne soignons que les blessures et maladies légères. Quand c'est plus grave,
nous envoyons les patients à Manumbo, voire à Tuléar. Les pathologies les plus fréquentes sont essentiellement dues à la mauvaise qualité de l'eau et à certaines indigestions qui concernent surtout les enfants. Quand il pleut, de novembre à mars, il y a de nombreuses fièvres paludéennes. Il n'y a pas de pêche, ou très peu, dans le village le dimanche matin. Tsifot semble tourner au ralenti. Pourtant, on ne déroge pas aux corvées traditionnelles de bois et surtout d'eau. Pour beaucoup, c'est l'heure de l'office. Rituel protestant pour la plus grande majorité, mais aussi catholique comme pour Christophe et quelques fidèles. J'ai toujours été catholique, mes parents l'étaient, et enfant, j'ai été baptisé. La communauté catholique de Tsifot représente 138 âmes. 9 vont bientôt se faire baptiser, ce qui portera le total à 147. Cette église est l'une des 15 que compte la paroisse de Manumbo. Il n'y a que 2 prêtres, et ils ne viennent ici que tous les 2-3 mois. Comme il y a une messe tous les dimanches, c'est moi qui officie de façon liturgique. Je prêche également le sermon, mais actuellement, je ne peux pas donner la communion. Ce sont les fidèles de cette église qui m'ont choisi en 2012 pour officier en l'absence du prêtre. Dans un mois, je vais partir à Tuléar avec Francine, ma femme, et ma dernière fille, pour y recevoir une formation dispensée par l'évêché. Alors, à ce moment-là, je pourrai, pour l'office, revêtir une aube et surtout donner la communion. Mon statut ne changera pas. Je resterai un catéchiste, car étant marié, je ne peux devenir prêtre. Quand j'étais au collège, nous étions 3 amis. À cette époque, nous souhaitions devenir prêtres. 2 y sont parvenus, et moi, j'ai rencontré Francine. Elle est rapidement tombée enceinte, et nos parents respectifs nous ont obligés, puisqu'ils étaient croyants, à nous marier. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Ce qui est arrivé est certainement la volonté de Dieu.
Le quotidien à Tsifot est de plus en plus compliqué. Il y a de moins en moins de poissons. Quand tu as 12 personnes à charge comme moi, ce n'est pas toujours facile de les faire manger correctement tous les jours. De plus, les gens du village n'adhèrent pas aux nouvelles idées, aux changements. La plupart du temps par manque d'instruction. À titre d'exemple, les ressources du lagon commencent à se tarir. Nous étions un petit nombre à proposer d'alterner les zones de pêche pour qu'elles puissent se régénérer. Certains ont adhéré à nos idées, mais d'autres sont têtus et ne veulent pas entendre raison. Et je peux te dire qu'il n'y a rien de pire qu'un vaïs qui ne veut pas entendre raison. Ma plus grande joie est d'avoir mes enfants en bonne santé autour de moi. La mer fait aussi partie de ce grand bonheur. Même si le mode de vie vaïs est éprouvant, quel plaisir de partir en mer très tôt chaque matin et de revenir avec suffisamment de poissons, en me disant qu'encore aujourd'hui, je vais pouvoir nourrir toute ma famille.